Bonsoir, chers amis auditeurs et auditrices. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info, enregistré dans des conditions un peu spéciales, en extérieur, parce que j'ai un invité, le professeur Jean-Pierre Castellani, que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir voici quelques années, en 2018 ou 2019. Avec le professeur Castellani, j'ai une longue histoire de collaboration, puisque nous avons travaillé ensemble pour la réalisation d'un livre collectif qui s'intitule Corse de la diaspora, auquel j'ai contribué et qu'il coordonnait. Et je rappelle que ce livre avait été réalisé à l'initiative en fait du docteur Edmond Simeoni, qui a consacré, comme chacun sait, les dernières années de sa vie à la diaspora. C'était sa grande préoccupation. Il voulait réunifier le peuple corse, celui de Corse et celui de la diaspora, pour un meilleur avenir pour la Corse, et il souhaitait que la diaspora joue pleinement son rôle dans cette Corse de demain. Et il a donc eu l'idée de ce livre. Il m'avait contacté à l'époque pour que je puisse parler de ma vie en Afrique, et c'est à cette occasion qu'il m'avait présenté au professeur Jean-Pierre Castellani, qui, comme je viens de le dire, coordonnait le livre. Le livre est sorti un mois avant le décès d'Edmond. Il a eu la joie de le voir, heureusement. Et la préface qu'il a écrite pour ce livre peut être considérée comme son dernier texte publié, si on peut dire. Donc je reçois aujourd'hui Jean-Pierre Castellani pour un autre livre. Il y a eu plusieurs livres depuis Corse de diaspora, il va nous en parler dans un instant, mais son nouveau livre, il ne l'a pas coordonné, il l'a écrit de la première à la dernière page. Il s'agit de Corse-Algérie, puisque Jean-Pierre Castellani est un Corse qui a grandi, qui a vécu en Algérie et qui, après l'indépendance, a fait de multiples allers-retours entre la France et l'Algérie, la Corse et l'Algérie. Et c'est de tout cela qu'il va nous parler, dont il va nous parler ce soir. Donc, Corse-Algérie, c'est publié à Scudo Édition, comme Corse de la diaspora d'ailleurs. Et on le trouve, d'après ce que Jean-Pierre Castellani m'a dit, on le trouve déjà sur Amazon, mais on le trouve aussi dans toutes les bonnes librairies de Corse. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Oui. Ravi de vous recevoir une fois de plus. Alors, pourquoi ce Corse-Algérie et pourquoi un livre écrit à la première personne? C'est ma volonté, après avoir beaucoup hésité. J'ai passé ma vie à m'occuper des autres, à analyser l'œuvre des autres, en particulier les autobiographies. Et puis maintenant, il m'est venu l'idée, presque l'injonction, de parler de moi. Toujours difficile de parler de soi, parce que ça peut paraître vaniteux, narcissiste. Et puis c'est difficile parce que l'autre que nous fûmes nous est étranger, loin. Parler de sa vie, c'est parler d'un absent auquel on donne sa voix. Et donc je me suis dit, puisque je suis né en Corse, j'ai vécu longtemps en Algérie, pourquoi ne pas parler de la Corse en Algérie à la première personne? C'est-à-dire que j'assume des phrases, des jugements, les observations, et je parle un petit peu de cette expérience singulière d'une enfance dans une Algérie, comme on disait, française, qui était coloniale, dans une Corse qui n'existait pas à l'époque et qui est devenue ensuite la Corse plus ou moins émancipée d'aujourd'hui. Et donc j'ai choisi, dans une multitude de facettes de ma vie, de mettre le centre sur la relation Corse-Algérie. Alors, cette Algérie qui n'est plus cette Algérie que vous avez connue, l'Algérie d'avant la guerre d'Algérie, vous avez grandi à Alger, je crois. Mais est-ce que vous avez grandi au milieu corse ou est-ce que vous étiez intégré dans la
comment dirais-je, la communauté française au sens large? J'étais intégré dans un milieu corse, essentiellement. Mes parents étaient corses, ils parlaient corse entre eux. La Corse était leur point d'attache permanent. Et le dimanche, il y avait une bande de célibataires qui venaient manger de beaux olives, des camélotes que préparait ma mère. Cela dit, j'étais quand même dans une école, j'étais entouré de personnes, de petits garçons qui n'étaient pas corses. Donc déjà mes camarades, la plupart n'étaient pas corses. Le paysage, la nature, le climat, le soleil n'était pas corse. Donc j'étais à la fois corse et algérien, ou européen d'Algérie. J'étais sans m'en rendre compte, parce que 10 ans, 12 ans, rien. J'étais dans un pays étrange. J'étais entouré de musulmans, comme tenue, de femmes voilées. Personne n'empêchait les femmes algériennes de se voiler en Algérie. Je parlais arabe, j'entendais une langue bizarre. À la radio, j'entendais une langue bizarre. J'entendais des chants arabes. Mais j'étais dans un milieu où on parlait de La Fontaine, de Corneille, de la France. Aviez-vous des camarades algériens musulmans à l'école? J'en ai eu. Pas beaucoup, mais j'ai pas eu non plus beaucoup d'Européens. J'avais un camarade algérien que j'ai perdu de vue. Je crois que je reviens toujours sur cette idée que l'Algérie n'était pas homogène. Il y avait l'Algérie des villes, des grandes villes, Alger, Oran, Constantine, et l'Algérie de l'intérieur, qu'on appelle l'Algérie du bled. Nous, dans l'Algérie des villes, moi j'ai grandi à Alger, mes parents ont vécu longtemps à Bolzane, ville. Donc à Alger, j'étais dans un milieu très européen. Et par contre, des camarades du même âge, dans le milieu du bled, il y avait des camarades qui jouaient au foot avec des arabes, ils parlaient arabe. Ils étaient plus intégrés que moi. Moi, je ne peux pas dire, honnêtement, je n'étais pas intégré au monde arabe. Aviez-vous des camarades juifs? Oui, j'avais des camarades juifs. Il n'y avait aucun racisme. Dans les années 50, je ne parle pas de la guerre. Les histoires de créviolettes ou de violettes qui ne me concernent pas, qui étaient avant. Mais moi, j'avais des camarades juifs, des Ben Saïd, des Belaïch, des Yacoub, Yacourem. Puis j'avais quelques camarades arabes. Je vous pose ces questions parce que vous êtes le témoin d'une Algérie qui n'est plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une Algérie cosmopolite. Parce que qu'est-ce que c'était que l'Algérie française? C'était la juxtaposition de communautés différentes. Très différentes. Communautés naturellement des autochtones, mais qui eux-mêmes étaient divisés d'ailleurs entre berbères, arabes. Et puis il y avait les juifs, bien sûr, qui étaient assis entre deux chaises, je dirais. Espagnols. Et puis toutes les composantes de la communauté européenne. De la Méditerranée. Bien sûr. Des Maltais, des Corses, des C'est ça qu'on oublie de dire dans l'histoire officielle de l'Algérie. On oublie de dire qu'en 1830, quand Charles X a envoyé son expédition pour prendre Alger, c'était, je dis ça de mémoire, 15 ans après que les Espagnols aient été chassés d'Oran, où ils étaient restés très longtemps. Donc, ce n'était pas le début de la colonisation, c'était une strate supplémentaire de colonisation. C'était un pouvoir ottoman qui n'était pas particulièrement sympathique. Et qui n'était pas particulièrement autochtone, non plus. Autochtone, ni tolérant. Parce que Erdogan passe son temps à donner des grandes leçons d'anticolonialisme au monde entier, et il voue la France aux gémonies d'avoir colonisé l'Algérie, d'avoir même commis un génocide en Algérie. Il oublie de dire que l'Empire ottoman est un grand empire colonialiste, et la Turquie d'aujourd'hui en est l'héritière, et elle a aussi commis un génocide, notamment à l'égard des Arméniens et des Grecs. Bien. Alors, donc, la guerre d'Algérie, enfin ce qu'on n'appelait pas guerre d'Algérie à l'époque, 1954-1962, vous l'avez vécu? Je voyais des morts tous les matins, des attentats tous les matins. Vous aviez quel âge? J'avais 14 ans au début, on ne comprend pas grand-chose à 14 ans. Enfin, quand j'étais en Hippocagne, je prenais le tram pour aller au lycée Peugeot, c'est là la supérieure, lettre supérieure. Et je voyais pratiquement tous les matins un camp pavé, tué par le FLN. Et à la fin, en 61-62, l'année de l'OAS, qui a tué en même temps que la FLN d'ailleurs,
Parallèlement. Parallèlement. Je voyais des pauvres Algériens. Quand je voyais que c'était une barbouze noire, j'avais aucune peine. Mais quand je voyais un pauvre marchand de bananes, peut-être ensanglanté dans le caniveau, je me disais que c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on faisait l'Algérie de demain. Mais c'est l'enfance, avec la peur toujours des attentats, la peur. Il y avait des bombes, on oublie, on parle toujours de l'OAS. 56, la patate d'Alger, c'est terrible. C'était tous les jours. Quand on relit cela maintenant, ça donne des frissons. Les bombes dans les bus, dans les trams, dans les arrêts, dans les stades, dans les cafés, dans les cinémas, dancing, tous les jours, le Bataclan, tous les jours. Et ça, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas considérer que c'était des héros, les gens qui mettaient ces bombes. Alors que disait-on autour de la table familiale pendant le repas? Est-ce que vos parents ont parlé de la situation? Est-ce qu'ils pensaient que la France était en Algérie pour toujours? Ou est-ce qu'ils avaient compris que l'heure du départ s'approchait? Les parents parlaient peu de tout cela, mais mon père, très vite, a compris que le général de Gaulle allait dans sa propre carrière. Et quand je suis revenu du forum en 1958, vous avez été témoin des événements du forum? J'étais au forum et j'avais d'ailleurs pris la main d'un Algérien. Parce que l'idée qu'il y avait d'un côté tous les Algériens contre la France, c'est pas vrai. Et quand j'ai entendu de Gaulle, je vous ai compris, je sais ce qui s'est passé ici, je vois ce que vous avez voulu faire, je connais par cœur le discours. Je suis revenu un petit peu dubitatif. Ce bonhomme là, qu'est-ce qu'il raconte? Il n'a pas dit Algérie française, il n'a pas dit. Et je suis rentré, mon père, qui n'avait pas voulu aller au forum, me dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je raconte. C'est fini, vous ne connaissez pas de Gaulle, c'est fini, c'est foutu. Et alors après, mon père n'y a jamais cru, très vite il a cru, il a dit que c'était foutu. Le remords que j'ai, c'est qu'en 60, il avait une proposition d'achat de l'appartement qu'il avait acheté, sa vie de travail. Il avait dit, j'ai une proposition d'achat, on peut vendre l'appartement et on peut retourner à l'école, logement de fonction, on va venir. Et nous, les jeunes, là, non, on ne peut pas être Algérie française et vendre. Et mon père a écouté, il a écouté. Il est parti en laissant tous son appartement, il l'a récupéré 20 ans après. Et ça l'a. Pour en revenir aux mots que De Gaulle n'a pas prononcés, Algérie française, il a fini par les prononcer. Mossaganel. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais juste avant de reprendre l'avion, il s'est laissé. Et s'est-il laissé emporter ou quoi par la foule qui l'applaudissait. Il a quand même dit vive l'Algérie française. Les documents d'archives sont là, c'est la seule fois. Et après, peut-être qu'il avait raison, sûrement même. Il a compris que ce n'était pas possible de faire l'Algérie française dans la mesure où il n'y avait pas de mélange de population. Il aurait dû le dire tout de suite. Il a pris le pouvoir, de façon cynique. L'Algérie lui a servi de marchepied. S'il n'y avait pas eu l'Algérie, on aurait encore René Coty et Pleven. Et M. Jean Guinolet a démissionné à 10h du matin et reconstitué un gouvernement à 14h. Bon, il faut pas oublier ce que c'était que la 4 le chaos complet. Donc De Gaulle, arrivant là-dedans, moi je ne connaissais pas De Gaulle. J'avais été alerté quand même, parce que dans mon en terminale, j'avais dans la classe Guy Barret, qui était le fils d'un préfet français, et qui nous avait dit, quelques mois avant le putsch de mai 58, c'est le putsch militaire, bien sûr, nous avait dit, le salut c'est De Gaulle. Et moi j'avais dit, qui c'est De Gaulle? Il avait entendu chez lui, parce que les gaullistes préparaient, Salan, Machu, qui était un bras militaire, qui ne connaissait rien à la politique, s'est dit, moi tout seul, je suis foutu, quoi, devant Paris. Donc, il était avec De Gaulle, le résistant, l'homme de la résistance, il est sauvé. Et après, c'est ce qui s'est passé. Bon, c'était une enfance 54-62, 61-62, très dure. Mars 62, juin 62, encore plus dur, parce qu'il y avait le cessez-le-feu, les accords d'Évian, donc apparemment la paix, mais le FLN n'a pas respecté la paix, il a continué à tuer, à enlever, j'ai vu des gens être enlevés sous les yeux. Les militaires français, mitraillettes à la main, on leur demandait, vous n'intervenez pas, on n'a pas d'ordre. Voilà.
n'a pas d'heure. Le pire s'est passé à Oran d'ailleurs. Le pire à Oran, mais ça c'est le 5 juillet, mais avant même en mai, juin. Et puis l'OS a tué, par vengeance, a tué des barbouzes qui nous satisfaisaient, tuait des Arabes. Quand on avait dit à des militaires de l'OS, c'est pas sympa de tuer des Arabes comme ça, vous avez entendu, il y a des Européens depuis 6 ans, depuis 7 ans, qui sont posés de problème. Donc on était enfermés dans une spirale terrible. Je crois que les historiens nous disent qu'il y a eu plus de morts entre les accords d'Évian et l'indépendance du 5 juillet que pendant toutes les autres années depuis novembre 1954 jusqu'à Parce que les le accords FLN d'Évian. a tué beaucoup de Harkis, a tué On beaucoup d'Européens, oublie toujours de le dire, ça. Le FLN a tué plus d'Algériens que l'armée française. et même pendant la guerre. Oui, je parle de la guerre d'Algérie. Il y a eu plus de victimes algériennes du FLN que de victimes Parce françaises. qu'il tuait toutes les personnes qui ne se ralliaient pas à leur Bien sûr. cause, tuait Jacques Soustel. Les messalistes. Jacques Soustel, le gouverneur général d'Algérie, qui est arrivé en Algérie, homme de gauche. Oui. Jacques Soustel vire sa cutie le jour du fameux massacre de Mélouza, quand il arrive devant ces massacres où les FLN avaient tué des centaines de partisans du MNA, Oui. de Messaliage, Oui. des enfants, des bébés. Et Jacques Soustel, qui est humaniste, bouleversé le soir, il voit tous ces morts, et c'est là qu'il devient Algérie française, si je puis dire. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, le FLN a tué largement plus d'Algériens que d'Européens. Parce qu'il fallait faire le nettoyage, il fallait imposer par la force. Bon, cher Jean-Pierre, ne soyons pas passéistes, nostalgiques. Non, non. On a senti dans vos propos, bien sûr, votre attachement pour cette terre où vous avez grandi. Mais ce qui est singulier avec vous, par rapport aux autres, entre guillemets, pieds noirs, je sais que vous n'aimez pas cette expression, mais c'est l'expression usuelle, malgré tout, pour désigner les Européens d'Algérie. Ce qui vous différencie, c'est que vous, longtemps après, vous êtes retourné en Algérie et que vous avez multiplié les allers et retours entre la France et l'Algérie. Alors j'aimerais que vous nous parliez dans cette deuxième partie de l'émission de votre, entre guillemets, retour sur votre terre d'enfance et d'adolescence. C'est la deuxième partie du livre, les carnets algériens. C'est-à-dire que ce ne sont pas du tout des carnets d'un pied noir qui revient en pleurnichant, nostalgique, qui retrouve sa maison. C'est respectable, entendu, mais c'est négatif. Moi, je suis retourné que par une série de hasards, que pour travailler, pour exercer mon métier, que je faisais la même chose en France, en Corse. Et donc j'étais là-bas, non pas pour servir l'Algérie indépendante, mais pour servir l'université, les universitaires, les étudiants, comme je le faisais à Tours. Les nouvelles générations. Les jeunes qui ne connaissent absolument rien de la guerre, sauf ce qu'on leur disait depuis l'enfance, le matraquage historique, où il y a une sorte de manichéisme. Pire que ça, il y a une gommée complètement un siècle d'histoire. Reconstruction de l'histoire. Complètement, un déni de l'histoire. Très souvent, j'ai dit aux Algériens, aux étudiants, je leur dis un œil autour de vous. Il ne faut pas considérer qu'entre les Ottomans et l'indépendance, il n'y a rien eu. Pas possible. Il n'y a pas eu que des tortures, il n'y a pas eu que le génocide. Et là, ils disent, on ne l'a jamais enseigné. Donc là, mes retours, j'aime pas le mot retour non plus, mais mes voyages, les vagabondages, nombreux, 19 ou 20, pas compter. Et là, j'ai eu l'idée, ce qui provient le côté émotionnel, que je n'ai jamais fait de ma vie, le soir, d'écrire mes carnets Moleskine, le fameux carnet Moleskine. Tous les soirs, j'écrivais à chaud les impressions, les voyages, les séjours. Et finalement, en les reprenant, quand je les ai écrits, je ne pensais pas les publier, en les reprenant, je me suis aperçu que c'était un reportage assez intéressant sur l'évolution de l'Algérie. Parce que j'ai vu l'Algérie dans les métamorphosée, se moderniser, passer de la première période panafricaine de Fidel Castro et les médecins roumains qui étaient une catastrophe, à une Algérie moderne, avec plus d'argent, de pétrole, donc ils ont construit des universités, ils ont fait des ponts, ils ont construit des autoroutes, restaurer les immeubles, alors qu'au début c'était une catastrophe. Donc, et puis j'ai eu des rapports des étudiants, des doctorants, des collègues. J'ai travaillé. Et toute liberté, j'avais battu. Et donc j'ai une expérience que j'ai voulu transcrire dans ces carnets, une sorte de contrepoint à mes analyses entre la Corse et l'Algérie, qui est la première partie du bouquin.
intéressant de publier ça. Alors, maintenant, peut-être pour conclure cette émission, parlons un peu de l'avenir. Les relations franco-algériennes sont, comme chacun sait, en dents de scie. C'est je t'aime, moi non plus. C'est une succession de crises, de rappels d'ambassadeurs et de nouvelles visites officielles et d'embrassades et de grands projets pour l'avenir. Et puis c'est cyclique, ça revient toujours. Là, la dernière affaire, c'est l'affaire de cette strophe oubliée de l'hymne national algérien qui est remis à l'honneur par le président actuel, M. Tebboune, qui vient, signalons-le au passage, de faire une visite très remarquée à Moscou auprès de Vladimir Poutine, où il a été reçu avec tous les égards, dû à son rang et dû à l'importance de son pays aux yeux de M. Poutine. Il a d'ailleurs qualifié M. Poutine de bienfaiteur de l'humanité. Alors, moi, ma question, c'est la France, l'Algérie, deux pays qui ont eu une histoire commune pendant 130 ans, 132 ans, où 1 million de Français et de Corses donc, ont vécu sur cette terre, sont morts sur cette terre, où des millions d'Algériens sont venus en France, sont venus en Corse, surtout les Marocains en Corse, mais il y a aussi des Algériens, ont participé à beaucoup de choses ici en France. Et puis au niveau officiel, ces rapports difficiles. Alors, est-ce qu'il est possible d'arriver à une véritable réconciliation, ou est-ce que cette réconciliation doit se limiter à des relations entre les peuples et faire fi d'une possible véritable réconciliation et coopération entre Alger et Paris? Quel avenir pour l'amitié ou la haine franco-algérienne? Mais je pense qu'elle passe par les individus. La réconciliation, elle a lieu déjà au niveau des individus. Quand on va là-bas, on est reçu affectueusement, et plus on dit qu'on est français, et mieux on est reçu. Ils ont cette expression du temps des Français. On ne dit jamais du temps des Allemands. Donc, le problème, ce sont les rapports institutionnels officiels. L'Algérie est dans les mains d'un clan politico-militaire depuis 60 ans qui domine de façon autoritaire, dictatoriale le pays, et la France est dans les mains de présidents successifs qui alternent la caresse et la matraque, le président Macron étant le summum de ce paradoxe, de cette complexité, puisqu'il a dit d'un côté la colonisation est un crime contre l'humanité, ce qui est faux, et par ailleurs, pour des raisons électorales, par rapport à Marine Le Pen, pour gagner quelques voix, il a dit l'Algérie dans le main d'un clan politico-militaire qui la rente mémorielle. La rente mémorielle. Il aurait dû le dire depuis 30 ans. Ça. Donc, il s'est mis à dos les Algériens, le gouvernement sûrement, et même le peuple. Donc, il est dans les mains. Le seul qui avait compris l'Algérie, c'est Chirac. Giscard d'Estaing, absolument pas. Hollande, absolument pas. Mitterrand, très peu. Chirac avait connu. Chirac, très populaire. Très populaire. Il a été militaire en Algérie. Il a été militaire, mais ça aurait pu le considérer comme un traître. Mais au contraire, il a été accueilli comme un dieu, parce que Chirac avait le contact avec les gens. Chirac, il est là-bas, il serrait les mains, il embrassait les gens. Macron va là-bas, il apprend la mort de John Hallyday, il rend hommage à John Hallyday et Johnny d'Alger. Tout le monde s'en fout de John Hallyday. Donc il ne comprend rien à rien. Et là, il a accumulé des maladresses. Il a fait cette espèce d'opération mémorielle soutenue, animée par Benjamin Stora, oubliant une chose, c'est que d'un côté, les Français, même le gouvernement est prêt à reconnaître ses erreurs, mais le gouvernement algérien, dans les mains de ce FLN qui domine le pays depuis 70 ans, ne veut plus reconnaître aucun crime, ni pendant la guerre, ni avec l'armée. Donc d'un côté, il y a quelques petits gestes, et de l'autre côté, il y a un refus. Ils n'ont même pas signé le rapport Stora n'a pas été signé. Donc là, au niveau institutionnel, je suis très pessimiste. Dans un
délai très proche, il n'y aura pas de situation. Au niveau des peuples, elle existe déjà. Je l'ai vécu, tout le monde l'a vit. Les Algériens vivent en France, viennent en France. Dans mon dernier livre, Calisté, Notre Terre Promise, j'ai consacré une chronique à un ami qui s'appelait Bati, que les Bastiais connaissent bien, qui est décédé et qui, quelques mois avant de mourir, a été invité par ses voisins de Bastia, algériens, à aller en Algérie, où il n'avait jamais mis les pieds. Et il a été reçu dans la famille, pas à Alger, je me sens plus où c'était, à Constantine, plus où. Il est rentré, je me rappelle toujours, émerveillé par la chaleur de l'accueil, par la qualité de l'accueil de ces gens très simples qui l'ont accueilli vraiment comme un roi. Et ça m'avait beaucoup touché ce qu'il a dit, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Et voilà, donc j'en ai fait mention dans mon chapitre consacré à Bati parce que ça m'avait frappé ces paroles. C'est vrai, c'est vrai. Moi je passe mon temps actuellement à remplir des certificats aux Algériens qui veulent venir en France pour avoir le visa. Je ne remplis pas pour le certificat pour des Allemands, les Français ils n'ont pas besoin. Pas besoin. Bon, donc on parle toujours avec l'occupation allemande, la colonisation française, on met sur le même plan le fascisme allemand, le fascisme français, c'est absurde. Donc moi je suis contre le slogan Harry Dufour, les Arabes viennent en France, c'est qu'il faut le faire en Algérie, ils viennent ici pour travailler, ils viennent pas ici pour après, il y aura des problèmes de corruption, des problèmes, mais il y a une fraternité quand même, au-delà des guerres. Merci Jean-Pierre Castellane, nous arrivons au terme de cette émission, Merci. Le temps nous est compté. Donc je rappelle pour nos auditeurs et vidéospectateurs que vous êtes l'auteur, entre autres livres, de Corse-Algérie. Ça vient de sortir aux éditions Scudo. Et il est disponible dans toutes les bonnes librairies de Corse, en particulier à la librairie Alma de Bastia, où vous avez fait une présentation dédicace. Et je recommande vivement la lecture de cet ouvrage, Corse-Algérie. Merci Jean-Pierre et à bientôt à Bastia. Merci de ton accueil et d'avoir donné la parole. Je ne connais pas l'Algérie, je connais bien la Tunisie, mais je serais ravi un jour de découvrir l'Algérie. Mais je me suis dit que si je vais en Algérie, j'irai en bateau. Je veux voir le matin de bonheur les côtes algériennes. J'ai eu la joie d'aller en Tunisie dernièrement, on est allé en bateau. Quelle joie de voir apparaître les côtes. Moi, c'est un de mes regrets avec la Corse, c'est pendant des années, j'ai pris le bateau d'Alger à Ajaccio, j'arrivais en bateau, je partais en bateau, c'est le départ, c'est l'arrivée. Mes grands-parents l'ont fait. Venir avec l'arrivée avec les gens qui ont agité les mouchoirs, et le départ avec le ville d'Alger. Vous avez voyagé sur le ville d'Alger, moi aussi. Le gouverneur général Chanzy. Et le Champollion. Et les départs déchirants pendant des minutes entières, on entendait les cousins sur le port d'Ajaccio, les abeilles, quoi. Arrêtons là la nostalgie. Parce que et maintenant, plusieurs années, Tours, Paris, je viens en avion. Et ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas pris le bateau. Je voudrais revenir en bateau pour traverser le Je me suis promis de prendre le bateau pour Alger. Là, d'ailleurs, j'y ai encore pensé il n'y a pas longtemps, parce que quand on est arrivé à Marseille en rentrant de la Boulette, garé à côté de notre navire, le Carthage, il y avait le bateau algérien, dont j'ai oublié le nom, qui était là, qui s'appelait. Merci Jean-Pierre. Allez, à bientôt. Merci. Très bien.